Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site des ADAC et sur le site de l'OFB. Alors, je me présente, je suis Juliette Nouel, la créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique. Et avec Marguerite de Perrois, que vous voyez, nous avons cofondé l'entreprise qui déploie ces ateliers. Marguerite, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le format qu'on a choisi? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons choisi un format webinaire où seuls les intervenants et les intervenantes sont visibles à l'écran et ont la parole. Donc, vous ne vous voyez pas et vous ne pouvez pas non plus participer à l'oral. En revanche, vous êtes invité à poser vos questions sur la petite boîte de dialogue questions-réponses. Et avec Amaury Parel, on répondra en direct ou alors on posera les questions en fin de webinaire à Philippe et Anne. Merci Marguerite. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas les ADAC, nous sommes un atelier basé sur la science et l'intelligence collective qui est destiné à la sensibilisation et au passage à l'action sur les impacts physiques du changement climatique. Je vous présente également donc Parel, qui est coordinateur national du projet Life Artisan à l'Office français de la biodiversité, puisque nous avons en effet le plaisir d'avoir monté ces webinaires avec l'Office français de la biodiversité. Il y aura 7 webinaires en tout, il y en a déjà eu 4, urbain, littoral et forêt. Donc aujourd'hui, c'est agricole. Et j'en viens enfin à vous présenter les deux personnes qui interviendront aujourd'hui. Alors, je les présente dans l'ordre de leur passage. Philippe Guichard, paysan bio dans le Lot-et-Garonne, et Anne Perrault, chef du service agriculture et transition écologique au conseil départemental du Gers. Donc, leurs témoignages vont constituer le cœur de notre webinaire. Mais juste avant, et pour commencer, je vais passer la parole à Amaury Parel, qui va nous expliquer en 3 minutes ce qu'est une solution fondée sur la nature. Et donc, je partage mon écran pour... voilà. Bonjour à tous. Comme l'a dit Juliette, je coordonne au niveau national le projet Life Artisan, qui est un projet financé par l'Union européenne, mais qui se met en place en France exclusivement, en Hexagone et en Outre-mer. C'est un gros projet qui dure 8 ans, qui a commencé en 2020 et qui finira en 2027. L'OFB coordonne les mandataires, mais on met en place toutes ces actions-là avec beaucoup d'autres structures françaises, hein, à compter, enfin, ne serait-ce que, citons, ADEME, CEREMA, Comité français de l'UICN, etc. Pas mal de villes aussi, de collectivités qui mettent en place des sites pilotes. Donc la chose à retenir à propos du projet Artisan, qui est un acronyme que je ne détaillerai pas puisqu'il est un peu passé et un peu barbare, c'est qu'il se structure en 3 piliers avec 10 sites pilotes, donc 10 sites de solutions fondées sur la nature mises en œuvre un peu partout en France hexagonale et en Outre-mer dans différents milieux et sur différents risques climatiques. Un réseau de 14 animatrices et animateurs en région en charge de sensibiliser notamment collectivités, mais tout porteur de projets potentiels aux solutions fondées sur la nature. Et puis un réseau national de structures qui est plutôt sur des ressources, guides, formations, etc. au niveau national pour appuyer toute la mise en œuvre. Donc rapidement, qu'est-ce que sont les solutions fondées sur la nature? Alors c'est pas un terme qui a l'ambition ou l'ambition mince, pardon, de d'écrire quelque chose de nouveau. C'est plutôt une notion parapluie qui vise à rassembler pas mal de techniques qui existaient bien avant. Il y a pas mal de gens qui faisaient déjà des solutions fondées sur la nature depuis belle lurette, à commencer par le gynécologique, la préservation, etc. Donc concrètement, la définition, c'est des actions donc de préservation, de restauration ou de gestion durable d'écosystèmes naturels ou modifiés. Le tout pour relever des défis sociaux, notamment ici l'adaptation au changement climatique. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ces solutions aient des bénéfices nets pour la biodiversité et puis pour les êtres humains. Donc, nous, on résume ça en 3 questions à se poser. Ah, peut-être revenir quand Pardon. même, c'est important. Les 3 questions vraiment à se poser pour savoir si on parle d'une solution fondée sur la nature ou si on parle d'autre chose, qui n'est pas forcément mauvais, mais qui n'est pas une solution fondée sur la nature. C'est si votre projet est basé sur les écosystèmes. Donc, une jardinière, par exemple, en banane immeuble n'est pas une SFN. Si il répond à un défi,
l'adaptation, la sécurité alimentaire, etc. Des grands défis un peu de société. Et est-ce que le gain pour la biodiversité est net? Donc est-ce que ce n'est pas un projet qui vient, par exemple, compenser la destruction d'un habitat naturel par ailleurs? Alors en milieu agricole, d'ailleurs, c'est un bon exemple pour dire que du coup c'est une notion un peu parapluie puisque on parlera volontiers, par exemple, d'agroforesterie au sein des parcelles agricoles pour maintenir un microclimat favorable aux cultures. Bon, là, ça c'est le deuxième tiré, je reviens au premier. Préserver et restaurer par exemple les haies, donc ça c'est assez connu, les milieux semis et les milieux semi-naturels qui sont associés, hein, les strates, les mares, les bandes enherbées. Également, on mettra aussi dedans tout ce qui est promouvoir les pratiques agroécologiques, donc on n'utilisera pas forcément le thème de solutions fondées sur la nature, toujours quand on parlera dans le contexte du milieu agricole, avec diversification des cultures pour limiter l'évapotranspiration, etc. L'évaporation de l'eau, pardon. Et puis enfin, notons également la préservation ou la restauration de zones humides en milieu agricole. Voilà. Dernier message, c'est la valorisation d'un outil en ligne qu'on a sorti il y a un an, presque quasiment, qui est un outil qui résume toutes les connaissances qu'on a pu rassembler sur les solutions fondées sur la nature, qui se divise en deux. Une qui est plutôt dédiée aux décideurs, qui aide à comprendre pourquoi les SFN sont des solutions pertinentes pour tous les territoires et tous les milieux, avec des exemples de coûts, des retours d'expérience de territoire, pas mal de ressources existantes, la description aussi de qu'est-ce que sont les solutions fondées sur la nature en milieu agricole, côtier, forestier, etc. Et puis une boîte à outils technicienne qui va un peu plus loin et qui aide à comprendre comment on les met en œuvre étape par étape. Voilà, j'en ai fini pour l'introduction sur Ok, artisans et les solutions fondées sur la nature. merci beaucoup, Amaury. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la première personne qui intervient et qui est Philippe Guichard. Alors, je vais de nouveau repartager l'écran. Voilà. Et je remonte ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bien au milieu? Oui? Ok, je n'ai pas de retour, mais je suppose que Peut-être mets en plein écran, Juliette. Hein? Mets Non, en je ne plein peux pas me écran mettre en peut-être. plein écran, mais Et les Ah personnes ok, peuvent bon. zoomer en fait. Quand elles sont sur Zoom, je ouais. vois, j'ai des questions. Vous pouvez vous-même Comment on fait pour... cliquer. Vous cliquez dessus et ça doit dépendre chaque fois de vos paramètres, mais vous pouvez l'agrandir. Ok, Ok. donc on y va. Alors Philippe Guichard, de nouveau bonjour. Je l'ai dit, vous êtes paysan bio. Alors Voilà. depuis 33 ans à Payolle, dans le Lot-et-Garonne. Oui. Et donc, cette exploitation fait 55 hectares, dont une vingtaine pour les blés anciens et le reste en espèces diverses. Vous exploitez cette ferme avec un salarié à deux tiers, enfin vous, et un salarié à deux tiers de temps. 70% de votre chiffre d'affaires est obtenu par la vente de farine que vous produisez vous-même. Alors, je vais essayer de montrer une photo, voilà. Oh, Grâce à deux moulins. quelle date. Ça date un peu, mais bon. Pour préserver votre marge sur une petite exploitation, vous avez fait le choix de proposer des produits à forte valeur ajoutée, vendus essentiellement. Donc, je montre quelques magnifiques pains qui sont issus, enfin, qui sont fabriqués grâce à vos farines. Donc, vous vendez essentiellement à des artisans, boulangers, pâtissiers, mais aussi chocolatiers. Voilà, vous avez parmi vos clients des prestigieux chocolatiers et même quelques palaces. Et vous êtes bien connu des internautes puisque vous publiez régulièrement sur Instagram et sur Facebook. Alors, pour commencer, Philippe Guichard, est-ce que vous pouvez nous dire comment et depuis quand vous ressentez le changement climatique sur votre exploitation, qui est donc dans le Lot-et-Garonne? C'est relativement récent quand même, sur une échelle de temps, hein, puisque ça fait 10-15 ans quoi, qu'il y a réellement de grosses évolutions perso au niveau climato, quoi, hein. Oui. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire des fréquences de. On se rapproche en fait des climats bisaisons que l'on retrouve en Afrique équatoriale, c'est-à-dire la saison sèche et la saison des pluies. Oui. Euh, des périodes de pluie très intenses, très longues, comme ça s'est passé en 2023-2024,
des sécheresses très longues aussi, là, comme cet été, là, hein, puisque moi, ici, là, entre mai et septembre, ben, j'ai eu pas de pluie significative, quoi. Le maximum qu'il est tombé, c'est 2-3 millimètres. Donc, c'est pas significatif. Et sur un sol qui est archi sec, crevassé, ça reste Alors que, voilà, alors que l'année d'avant, en 2024, en raison de Ouais, de l'eau, vous aviez ouais. perdu 50% de votre chiffre d'affaires. Oui, c'est ça, oui. Ouais, Mm. ouais. Et parce que vous aviez dû semer les blés avec 4 mois de retard, vous m'aviez donné aussi un exemple sur les pois chiches frais que Oui, vous oui. aviez récoltés en Alors, fin, en, en quasiment deux- fin juillet. oui, c'est ça. En 2024, ils ont été récoltés fin juillet. Là, cette année, là, je suis récolté avant la moisson, entre le 1er et le 7 juillet, quoi. Ouais, donc on voit d'énormes différences. Euh, alors, je vais plutôt mettre cette photo pendant qu'on discute. Euh, évidemment, pratiquer l'agriculture biologique, c'est par essence pratiquer une agriculture basée sur les écosystèmes et qui favorise la biodiversité. Et on va pas avoir le temps aujourd'hui de faire une présentation exhaustive de l'agroécologie, mais on va plutôt essayer de comprendre comment l'agroécologie permet de mieux faire face aux aléas climatiques et notamment la sécheresse. Est-ce que vous pourriez nous donner deux grands, enfin, c'est plus que des exemples, deux principes que vous mettez en œuvre et qui vous permettent de mieux lisser les impacts de sécheresse? Alors, le premier, le plus essentiel pour moi, c'est l'utilisation de plantes qui elles-mêmes sont, comment dire, évolutives. C'est-à-dire que en travaillant avec des variétés hybrides fixées qui ont besoin d'une certaine quantité de trucs à un certain moment donné, etc., etc., on n'a pas d'amplitude de réaction et de mouvement. A contrario, sur les variétés anciennes, notamment en céréales d'hiver, et puis même sur les maïs et sur d'autres espèces, le fait que ces caractères phénotypiques et agro-phénologiques individuels de chaque espèce, ça permet d'avoir une amplitude de mouvement et ça permet à la plante aussi de réagir de façon différente Donc et c'est de pour ça que oui, donc c'est pour ça que vous cultivez des blés anciens avec s'adapter. des mélanges de variétés de population très importants. Absolument, absolument. Voilà. Parce que justement, le mélange de populations, entre toutes les populations, on a des variétés qui sont très hiver, des variétés qui sont plutôt alternatives, etc. Et en fait, ces différentes composantes qui, comment dire, représentent la population en elle-même, de façon intrinsèque, permettent justement une adaptation D'accord. très intéressante. Et vous avez combien quand vous avez combien de différentes variétés quand vous Sur les blés, il y en a une petite centaine. donc quand vous semez, il y a une centaine de variétés que vous Oui, semez en en même mélange. temps. Alors, il y a une partie des blés qui sont semés, ce sont des mélanges, purs mélanges, ce que j'appelle des Oui. blés populations, hein. C'est-à-dire des populations diverses et variées comme une population humaine qui se mélangent, qui se côtoient et qui en fait évoluent aussi dans le temps. C'est-à-dire D'accord. un, Et un alors, blé, un blé alternatif peut être croisé avec un autre blé. Enfin, d'accord. c'est- Donc ça, c'est une chose, c'est le mélange des variétés pour pas être dépendant d'un seul type. Et si jamais ça se passe mal pour lui, ben, évidemment, il y a moins de résilience. Mais exactement. tout à l'heure, je voulais plutôt vous faire parler de pas de sol à nu et pas de travail Oui, alors ça, mécanique. c'est le deuxième point. C'est le deuxième point. D'accord. C'est-à-dire que, il y a aussi les associations de plantes. Et alors là, moi, je le fais plus maintenant parce que j'ai envie de m'arrêter. Mais je cultivais le blé sur luzerne vivante et ça permettait justement à ces associations de plantes, racines pivotantes, racines fasciculées, d'avoir une meilleure exploration du sol et qui, dans des conditions de sécheresse extrême, permettait malgré tout à la céréale, qui a une puissance d'enracinement beaucoup moins importante que celle de la luzerne, d'aller malgré tout chercher les quelques pourcentages d'H2O qu'il y a dans le sol
D'accord. justement grâce à l'aide de la luzerne. Voilà, parce que la luzerne, elle perfore Ouais, le c'est sol ça. beaucoup plus profondément que le blé. Donc là, je mets du blé sur luzerne en décembre, en Ouais, avril. ouais. Et là, c'est à quelle époque? C'est Ouais, l'été, ça c'est début juin. début juin. La luzerne est en fleurs, le blé est pas mûr. Ouais, c'est début juin. Et là, vous avez aussi, vous associez Alors, ce aussi sont des pois chiches. Non, les lentilles. lentilles et cameline. Donc c'est une autre association qui vous permet. Alors Voilà. là, l'association, elle a pas le même but. Là, c'est une association qui a un but physique, c'est-à-dire que la cameline sert de tuteur Ah à oui, la aux lentille lentilles. et elle a tendance à se coucher au sol. D'accord. Surtout, alors là, pour voilà, en cas de forte pluie. Donc là, ce que vous nous expliquez, c'est que la complémentarité des systèmes d'enracinement entre les céréales et, par exemple la luzerne, donc si je me souviens bien, c'est pivotant et fasciculé, ça vous permet justement de garder une richesse du sol et cette hydratation, si on dit ça comme ça, du sol, et de mieux faire face aux sécheresses. Oui, Évidemment, la luzerne, elle permet aussi de capter, de restituer l'azote. bien sûr, Elle a aussi d'autres avantages, de bien sûr. contrôler les adventices. Bon. Et vous faites des rotations longues, hein. Oui, très longue. Oui, oui. Ce sont des rotations de 7 ans environ. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que avant d'être paysan, je suis agronome. Et comment dire, je pense que pour faire l'agriculture biologique de façon cohérente aujourd'hui, il faut vraiment savoir observer et analyser le comportement de son sol pour comment dire, durer et perdurer dans le temps. Et D'accord. Et ça se fait sur des longues périodes. comment dire, les rotations longues, ce sont les bases de l'agriculture pour moi. Faire des rotations courtes comme ça se fait aujourd'hui en agriculture industrielle, ça n'a aucun sens. Alors, une autre chose que vous ne faites pas, alors pour le coup, c'est le travail mécanique du sol, même si alors, Non, non. en fait, un petit peu, Ouais, mais aucune intervention systématique entre le semis. voilà, voilà. Il y Voilà. a- Alors, racontez-nous ça. Et en ben, quoi disons- ça peut disons permettre? que, moi, je ne suis pas du tout extrémiste. Au contraire, je combats l'extrémisme. Et il y a des extrémistes qui sont ben, des agroécologues. Je dis bien les guillemets, quoi, parce qu'ils prétendent que l'avenir, la conservation des sols est lié justement au non-labour, etc., etc. Dans des systèmes conventionnels chimiques, c'est clair que ça peut très bien fonctionner parce qu'ils ont la béquille de l'herbicide qui va détruire ce qui leur plaît quand ils veulent, comme ils veulent, alors qu'en agriculture biologique, on n'a pas cette béquille. Et des fois, c'est arrivé justement en 2024, on est bien content d'avoir la béquille de la charrue traditionnelle qui permet de retourner le sol, qui permet aussi de semer dans des conditions à peu près correctes une céréale qui aurait pu Hmm. euh, tout aussi bien être semée dans des conditions sèches auparavant, quoi. Voilà. Donc, Mais donc, enfin, on peut dire quand même globalement, vous limitez le travail mécanique. oui, oui, ben, je suis pas un fanat du tracteur, donc moins il Voilà. tourne, mieux c'est. Mais il faut être pragmatique et lorsque, comment dire, le contexte économique fait qu'on n'a pas trop d'alternatives, ben, il faut faire avec, quoi. Voilà. Et donc là, j'en reviens. Là, on a vu comment, de façon générale, l'agroécologie pouvait, en tout cas, limiter l'impact des sécheresses. Mais pour autant, de temps en temps, vous êtes obligé de mettre en place des mesures ponctuelles et de déroger à certaines règles. Donc, vous venez de nous dire que, en 2024, vous aviez dû, face à l'excès de pluie, vous avez été contraint de tout labourer, alors que cette année, vous avez labouré simplement 20% de votre superficie. Mais en fait, la première chose à souligner, c'est aussi la flexibilité de votre emploi du temps pour faire face aux impacts du changement climatique. Vous êtes tout le temps à... Ah, mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on est obligé. De toute façon, un emploi du temps figé
entre guillemets, dans l'agriculture, je ne connais pas. Parce que du jour au lendemain, tout peut varier. Par exemple, hier, je pensais passer un dimanche tranquille. Et en fait, bon, il y avait la fenêtre météo pour aller récolter des pois chiches, parce qu'on a eu beaucoup de pluie auparavant. Et ben, en fait, le dimanche tranquille, il est passé sur la moisse-batte à récolter des pois chiches. Parce que justement, on a eu beaucoup de pluie auparavant, là. On a commencé à avancer en saison. Les quelques jours prochains, ça va être de la pluie aussi. Et voilà quoi. D'accord, Et il faut être réactif et d'accord. analyser et regarder voilà. Et alors, est-ce que toujours pour faire face aux impacts du changement climatique, vous essayez d'introduire de nouvelles plantes? Oui, oui, oui. Alors oui, comment dire. Moi, j'ai mis en place là, cette année du sésame. Alors, en fait, ça fait 2 ans que j'ai mis en place le sésame. C'est suite à des voyages que j'ai fait en Afrique centrale, au Rwanda, Cameroun et Côte d'Ivoire. Et en fait, j'ai rencontré des agriculteurs. Alors, j'étais là-bas pour autre chose, mais j'ai rencontré des agriculteurs qui cultivaient le sésame. Et je me suis rendu compte que c'était une plante, une espèce qui pourrait très très bien passer dans nos contextes d'évolution climatique, quoi. Et donc alors là, c'est une photo qui a été prise après la plantation. Maintenant, le sésame, il est plus grand que moi. Il est magnifique et je vais récolter ça aux alentours du 15 octobre à peu près. Et donc, Et c'était la première année que vous en faisiez, alors, non? non, c'est la deuxième année. En fait, D'accord. j'étais embêté l'an dernier avec la certification bio parce que mes graines, elles n'étaient pas certifiées bio puisqu'elles venaient d'un paysan africain. Et donc, EcoCert n'a pas voulu valider mon travail. Oui, Donc, j'ai utilisé simplement les graines que j'ai récoltées l'an dernier pour les ressemer cette année, qui, elles, sont bio. Et d'accord, ok. là, je vais pouvoir Ok, valoriser le. et vous essayez aussi une plante secrète de Oui, la famille des Solanacées, hein? oui, oui, oui. Donc je vous demande pas de me dire laquelle, Non, mais, elle va remplacer autre chose. non, Racontez. elle ne va pas remplacer autre chose. Elle va venir en complément. C'est une plante arbustive, je vous en dis trop, mais bon. Et qui vient d'Afrique aussi? Ah oui, 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 oui. D'accord, ok. Donc tout ça, c'est pour limiter. Oui, parce que justement, on a des évolutions et cette dernière plante, c'est une plante bon, qui gèle, mais qui, dans des contextes particuliers agroécologiques, peut très très bien passer s'il y a quelques mesures qui sont mises en place, quoi. Alors, rapidement, quels sont les autres avantages de se passer de produits sanitaires et d'utiliser très peu de machines? Oh mon Dieu! Je parle économiquement parlant. Ah! Bon, de toute façon, l'histoire des produits sanitaires, c'est pas une question économique, c'est une question de conviction profonde. Dans le passé, j'étais malade à cause des produits chimiques. Je n'avais pas d'alternative à ça. Ça, c'est le premier point. Ensuite de ça, empoisonner mes consommateurs ou les clients de mes consommateurs, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça, c'est. Oui, mais enfin, ça permet aussi de faire des économies en termes d'achat d'intrants. Oui, mais Et donc, ça vous oui, permet. mais alors, faut pas aller sur cette ligne-là parce que il a été prouvé économiquement de façon très, très drastique que l'agriculture biologique, en termes, lorsqu'on fait des interventions culturales pour arriver à avoir le même résultat qu'en agriculture chimique conventionnelle, on coûte plus cher à l'hectare. C'est-à-dire, un exemple très concret, moi, ma parcelle de soja, cette année, je l'ai désherbée à la main 4 fois avec mon salarié. Et en fait, 4 fois sur 80 arts, ça représente énormément d'heures de travail et en termes de coût, ça représente un coût aussi. Et parallèlement, vous mettez un herbicide sélectif sur le soja, il va coûter pas grand-chose, Hmm. beaucoup moins en tout cas
que le travail manuel qu'on a. D'accord. Ok. Voilà. Bon, c'est un exemple, c'est une organisation, mais on va pas Voilà. revenir sur les avantages, Voilà. notamment sur la biodiversité des Ah, sols, tout à fait. de se passer de se passer de produits phytosanitaires. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait passer en bio alors qu'aujourd'hui il est en conventionnel, un seul, parce qu'on a déjà dépassé notre temps avec vous. Un seul Ouais. qui observe son sol, qui observe ce qui l'entoure. La clé de l'agriculture biologique aujourd'hui, c'est d'observer et de prendre ses décisions soi-même. Ne pas chercher à calquer des systèmes qui existent déjà, dire je vais faire comme lui, ça va marcher. C'est pas vrai. Chaque exploitation, chaque ferme, parce que j'aime pas trop le terme exploitation, chaque ferme a son identité propre et ses caractéristiques particulières. Et Et un conseil pour s'adapter au changement climatique? être s'ouvrir vers l'extérieur. Très bien. Bah, c'est magnifique, Philippe. Euh, Restez là parce que après Anne, on va commencer. Enfin, vous pourrez répondre à quelques questions. Et donc, nous enchaînons avec Anne. Donc, Bonjour. bonjour Anne Perrault. Vous êtes, donc je l'ai dit tout à l'heure, chef du service agriculture et transition écologique au conseil départemental du Gers. Et avec vous, on va voir comment on peut s'attaquer à la question de l'érosion des sols, c'est-à-dire la perte d'épaisseur de la surface cultivable. Donc l'érosion ou arable, pour parler, voilà. L'érosion des sols, c'est un problème national qui est particulièrement aigu dans le Gers. D'abord parce que l'agriculture est la deuxième force économique du département, hein. Il y a près de 6700 exploitations agricoles qui occupent plus de 70% de la surface. Donc effectivement, c'est un gros poids économique s'il y a des problèmes. Et ensuite parce que l'érosion dans le Gers est particulièrement forte et plus forte que la moyenne nationale. Donc, Anne, peut-on chiffrer l'érosion des sols dans le Gers et en quoi est-elle aggravée par le changement climatique? Alors, Alors, département. oui, on peut chiffrer, on considère qu'il y a à peu près 30%, au moins 30% des surfaces qui sont à risque, voire 10 à risque élevé dans le Gers. C'est un territoire qui est en pente, qui présente des zones en pente avec une structuration du sol qui le rend Très très sujet à sensible à l'érosion. l'érosion. Voilà. C'est ça. On considère qu'il peut y avoir en moyenne, hein, alors c'est vraiment une moyenne à gros traits entre 2 tonnes, 1 tonne 5 et 2 tonnes par an et par hectare de quantité de terre perdue, avec des endroits où ça peut être beaucoup plus important. D'accord. Et évidemment, bah, la principale cause d'érosion du sol dans le Gers, c'est le ruissellement des eaux, lié, je vous disais, à la pente, mais aussi à les formes d'agriculture qui existent dans le Gers. Et du coup, on est de Et plus aussi en lié au plus. fait qu'il y a de plus en plus de pluies C'est intenses. ça. Et Oui, c'est ça. Et donc, le lien avec le changement climatique, c'est que les phénomènes de pluie euh, sont de plus en plus intenses. mm, Et on a des orages, et notamment de plus en plus tôt. Autant avant, on avait des orages plutôt d'été, où les sols étaient globalement tous couverts. Autant maintenant, on a des gros orages de printemps, voilà. justement au moment où les sols ne sont pas couverts. Et donc, c'est lié à la fois à l'intensification Mm, des épisodes de pluie, à leur précocité, mais aussi à l'intensification de l'agriculture, d'accord. les déforestations, etc. Oui, il y a une partie aussi liée à l'agriculture intensive. Alors, je Au voudrais modèle juste agricole. préciser que ça peut paraître pas beaucoup, 2 tonnes par hectare et par an, mais ça correspond à une perte d'épaisseur de 0,16 mm par an, soit 16 mm par siècle. Donc là, ça peut toujours paraître ridicule, mais ça n'a d'intérêt que si on le compare au temps de formation des sols, hein, qui est au mieux, selon l'INRAE, de 10 mm par siècle. Donc on voit bien que, et c'est au mieux. Donc de toute façon, on perd
on perd. Et c'est une situation qu'on retrouve dans le monde entier, et notamment en France, et c'est une préoccupation majeure. Alors, maintenant que j'ai terminé cette petite mise au point, je reprends avec vous, Anne. Et donc, en tant que département, il faut quand même spécifier que le Gers n'a pas la compétence agricole puisqu'elle revient à la région. Alors, comment est-ce que le département a pu se saisir de cette question de l'érosion des sols? Effectivement, depuis la loi NOTRe de 2015, les départements n'ont plus la compétence d'aide économique agricole et donc, en fonction des départements, on mène ou pas des actions en matière d'agriculture. Celle-ci, l'action qu'on mène en matière de lutte contre l'érosion des sols est typiquement hors d'état des départements. Nous, on la prend notamment par le biais des coulées de boue sur les infrastructures routières. Les communes et les départements sont donc responsables de leur infrastructure routière. Or, je vous disais, les épisodes de fort orage s'intensifient et sont de plus en plus réguliers. Et donc, nous, on a des épisodes de coulées de boue sur les routes qui Sur les sont routes. Voilà, annuelles. voilà, les On a routes. un réseau qui Ouais. fait près de 4000 km, un réseau routier, avec 1200 à 1300 ouvrages. Et donc, c'est coulé de boue, ça a des questions de sécurité. Donc, nous, on l'aborde de ce côté-là sur notre responsabilité quant aux routes. D'accord. Et puis, surtout, pour nous comme pour les collectivités locales, ça représente un coût très important. Par exemple, en 2018, on a eu des épisodes exceptionnels de rage en mai-juin. Pour le seul Gers, les dégâts causés par les coulées de boue, c'est-à-dire le fait de devoir nettoyer, etc., ça a coûté 4,7 millions d'euros à l'échelle du Gers, c'est-à-dire tout ce qui a été déclaré en préfecture. OK. Et Donc, donc, pour le département, uniquement pour le département, c'est plus de 600 000 euros. C'est énorme. c'est Pour énorme. 2 mois. Hmm. En 2 mois. Donc, et depuis, il y a eu de nouveau des épisodes de pluie intense. Bon, on n'a pas les chiffres, mais on se doute que Non. c'était tout aussi important. Oui. Donc, finalement, fin 2023, vous avez lancé une démarche de lutte contre le ruissellement des sols, hein, qui s'achèvera fin 2025. Et le début de votre démarche, ça a été d'identifier des parcelles, c'est ça? Tout Vous à avez fait. identifié, donc là, on les voit. Voilà. Voilà. On a Donc, identifié, avec l'aide de nos services justement des routes, les points qui étaient le plus concernés par ces coulées de boue. On a 43 parcelles qui ont été identifiées. On a lancé une collaboration avec la Chambre d'agriculture, qui est notre prestataire sur ce travail-là, pour pour identifier le caractère érosif des parcelles concernées, de ces points noirs concernés. Et donc, on a identifié une trentaine de parcelles, de trentaine de points avec un caractère érosif plutôt critique. Et, euh, et dont 3 notamment où il y a un lien très fort avec les infrastructures, avec risque de comblement de fossés, la structuration de la route qui sont remises en question. Et aujourd'hui, on en est à 17 points critiques qui ont été diagnostiqués. donc, Donc, vous le êtes but, allé c'est voir les agriculteurs, hein? Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, le Vous avez but, vu. c'était d'aller voir les agriculteurs. On leur a d'abord fait une réunion pour les informer un peu de notre démarche. On est allé voir les agriculteurs pour identifier avec eux les causes de cette érosion, parce que ces points-là, c'est vraiment là où il y a une érosion récurrente, où on sait que D'accord. quasiment tous les ans, on a de l'érosion. Ils ont été globalement réceptifs? Alors, le fait qu'on travaille avec la Chambre d'agriculture ou d'autres structures agricoles, oui, parce qu'ils le constatent. Il y en a toujours deux, trois qui nient, hein, mais globalement, tous sont bien au courant D'accord. qu'ils perdent leur outil de travail en perdant leur Et sol. ils font déjà des choses. Certains font déjà des choses, Quoi? suffisantes ou insuffisantes. En tout cas, il y a des premières actions qui sont déjà mises en œuvre par les agriculteurs sur des bandes enherbées, etc. Le fait de travailler Mais aussi ou de semer dans alors, dans les sens de les courbes? semis, Oui. dans le sens des courbes de niveau, effectivement, pour éviter un maximum d'accentuer la pente. Euh, Et pour les puis, cultures d'été, c'est plus compliqué parce que c'est les zones de coteaux et c'est les cultures d'été qui sont les plus rentables pour eux. Il y a des pratiques de couvert, hein,
Et puis après, il y a aussi des pratiques d'adaptation du matériel pour les façeurs de traces, les roues jumelées, etc., pour avoir un impact différent sur le D'accord. sol. Voilà, Et alors, donc, on évidemment, parlait d'exemples d'actions déjà mises en place par les agriculteurs. Donc, j'en montre quelques-unes, hein. Donc, oui, ils ont des solutions d'adaptation fondées sur la nature, puisqu'il s'agit de bandes enherbées euh, mm. au bord, voilà, entre la route et la parcelle semée. Mais donc, ça, c'est plutôt, bah, c'est déjà très bien, mais c'est plutôt juste un pansement. C'est Ouais. du curatif. Alors, il y a différentes choses qui leur sont proposées comme type, une fois qu'on a fait le diagnostic de la Oui, parcelle, qu'on identifie les raisons, on propose différentes solutions. Et dans ces solutions, la grande majorité, ce sont des solutions fondées sur la nature en agriculture. Ça a toujours été utilisé. On en a parlé tout à l'heure on appelle ça des SAFN, mais on peut appeler ça aussi de l'agroforesterie, de l'agroécologie. Donc, il y a des solutions curatives type bande enherbée ou haies quand ils sont en bas de parcelles, oui, mais il y a aussi des solutions qu'on a abordées avec l'interlocuteur précédent sur les rotations longues de culture pour reconstituer des sols qui sont en capacité de gérer les forts abats d'eau. Il y a des couverts permanents. Il y a aussi le fait de peu ou pas travailler le sol, parce que ça, mine de rien, la nature ne travaille pas son sol toute seule. Voilà. Donc, on travaille aussi avec un labo qui, du coup, fait le suivi, justement, qui va faire le suivi des alors sols. ça, c'est très important, oui. Et que Ouais, ça, c'est ce que je pense le plus important dans cette démarche, c'est qu'effectivement, on a identifié, on a diagnostiqué. Bien souvent, les agriculteurs, on ne leur apprend pas non plus des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Ils savent que leurs sols sont érodés, ils connaissent les différentes actions. Cependant, là, on leur offre aussi un suivi de leur sol, de la qualité de leur sol par un labo, public labo, et on va pouvoir faire ce suivi sur du long terme. D'accord. Et le but, c'est maintenant, aujourd'hui, on en est à la phase d'orienter les agriculteurs vers ces solutions agroécologiques les plus adaptées, les plus durables. Et aussi, on travaille avec plein d'autres structures qui nous permettent d'avoir ce panel de solutions. On le voit là, que ce soit sur la haie, sur les rotations, sur les zones enherbées, sur le travail du sol. Ça donne lieu à des connaissances plutôt larges. Et on a la chance dans le Gers d'avoir plein de structures, arbres et paysages, les chambres, les associations des agriculteurs bio, qui ont quand même des techniques éprouvées et qui peuvent accompagner pour appuyer l'accès à ces solutions fondées sur la nature. D'accord. Et j'insiste vraiment, enfin, je souligne sur enfin, le fait que travailler avec ce laboratoire hein, qui fait un suivi de la qualité des sols en fonction Mm. des pratiques culturales, ben, ça a été très bien accueilli par les agriculteurs, comme vous l'avez dit, Ouais, et c'est vraiment un plus pour les entraîner dans votre démarche, puisque eux, ils y voient un ouais. avantage. Oui, 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 oui. Ça permet de chiffrer, ça permet de faire un suivi, même si ce suivi-là sur la matière organique, c'est un suivi qui peut être fait, qui doit être fait sur du très long terme. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on met à disposition et ça permet d'identifier, souvent quand les agriculteurs ont accès, alors je généralise pas évidemment, mais accès à des analyses, c'est plus un peu pour savoir quel intrant il faut mettre ensuite. Là, c'est vraiment pour savoir, pour regarder un peu où ils en sont et s'appuyer là-dessus aussi pour proposer différentes solutions. Donc Voilà, donc, évidemment, comme c'est gratuit, c'est plutôt bien donc accepté. finalement, on peut dire que cette question de l'érosion des sols qui entraîne des coulées de boue sur les routes départementales permet de réinterroger certaines pratiques. Alors, je ne dis pas toutes et ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, Mm, mais ça permet au département de mettre sur la table des solutions mm. d'agroécologie qui vont au-delà de la petite bande enherbée, qui est très importante aussi, hein, ou de Oui, la oui. haie, et de réinterroger voilà, des pratiques. Des pratiques qui sont plus ancrées, qui ne sont pas forcément enfin, favorables pour lutter contre l'érosion. Alors, juste dernière question très très rapidement, parce que là aussi on est un petit peu en retard. Mais donc, vous avez rencontré, est-ce que vous avez rencontré des freins? euh, Oui. alors, quels sont-ils? Alors, les freins, le premier, le nerf de la guerre, il est économique sur les changements de pratique. Et après, il y a des contraintes techniques aussi hein, sur l'entretien et les rotations de matériel, etc.
Donc, le premier frein, c'est que ce territoire où on l'a fait, il est très soumis aux coulées de boue parce que l'assolement est très largement composé de tournesol et donc les pluies de printemps, le sol n'est pas couvert et donc ça ravine fort. Donc, la première contrainte, c'est les conseils techniques et l'assolement général. Ça, c'est un travail qu'on va faire, nous, avec les acteurs locaux hors agriculteurs, non, évidemment, mais c'est un travail aussi à faire avec les coopératives, etc., D'accord. là-dessus. Et la contrainte économique, je sais que souvent, bah, il faut aussi accompagner économiquement. Certains sont pour, certains sont contre. La situation économique des agriculteurs, majoritairement, et notamment là où on est sur des coteaux secs, est suffisamment difficile pour que engager un changement de pratique, même si il peut paraître peu onéreux, c'est tout de suite une contrainte. Quand on a 0 euros, mettre 300 euros, c'est déjà impossible. Donc ça, c'est un travail à faire. Après, il y a évidemment aussi un travail de conviction, et ça, c'est là le rôle qu'on a, nous, le département, je dirais, de pédagogie sur les changements climatiques, etc., vers les agriculteurs. Donc, il y a la contrainte technique, là où on travaille avec les coopératives, la contrainte économique, où ben, on va essayer d'aller chercher de l'argent pour inciter à mettre en place, et puis les convictions, faire bouger un peu les lignes, où là, on peut apporter de l'information et faire du terrain avec eux. Très bien, mais écoutez, et donc j'ajoute que dans cette optique, vous aviez en 2018 commandé une étude à Solagro, hein, Oui. donc Solagro qui est une association qui promeut l'agroécologie, en gros on peut dire ça. Donc Solagro vous a aidé à identifier différents scénarios d'évolution du système agricole et après vous a proposé de faire une étude de vulnérabilité du territoire et d'identifier des solutions d'adaptation fondées sur la nature que bah, vous, en tant que département, vous pouvez promouvoir voilà, sans S'en saisit pour communiquer, sensibiliser, faire des groupes de travail avec des agriculteurs ou des futurs agriculteurs en lycée agricole, notamment en leur disant, ben voilà le changement climatique en matière voilà les impacts sur l'agriculture. Avec tous ces outils que vous avez, qu'est-ce que vous mettriez en place? Et on se rend compte que ces futurs agriculteurs, parce qu'on travaille quand même beaucoup avec les lycées agricoles, se saisissent majoritairement de solutions fondées sur la nature, même s'ils ne les nomment pas, mais ils s'en saisissent. Ils en sont conscients, ils savent que c'est bénéfique. Après, le passage à l'acte, il sera conditionné par l'accompagnement technique qu'ils recevront et l'état financier de leur activité. Mais nous, D'accord. on se positionne à un assemblier grâce à l'étude de Solagro là-dessus. D'accord. Et j'en profite au passage pour remercier Solagro qui a permis de me mettre enfin, c'est par leur intermédiaire que je suis rentrée en contact avec Anne et avec Philippe. Donc, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y en a quelques... Alors, il y a effectivement quelques questions. Merci beaucoup, Anne et Philippe. Philippe, comme l'auditoire n'est pas forcément sur le terrain, il y a des questions très, très concrètes. Est-ce que, par exemple, le mélange de blé, c'est sur la même parcelle ou c'est sur différentes parcelles? Le mélange des variétés? Oui. Alors, lorsque je parle population, oui, c'est un mélange qui est. Tous les blés sont cultivés ensemble. Et après, on se pose toujours la question dans la récolte. Donc, on va avoir toutes les sortes de blé mélangés et Alors, vous allez vendre une farine mélangée? effectivement, c'est une très bonne question par rapport à la récolte. Tous les blés sont récoltés ensemble, évidemment, et ils sont généralement, justement parce qu'il y a une certaine alternativité, une certaine variation de mûrissement, de végétation physiologique des variétés individuelles. Je récolte toujours généralement une bonne dizaine de jours plus tard qu'un blé qui sera cultivé pur, en variété pure, parce que j'en cultive aussi en variété pure. Par exemple, j'ai des clients qui veulent du rouge de Bordeaux, je le cultive en pur. Du Sénateur Capelli, je le cultive en pur. J'ai quelques variétés comme ça que je cultive en pur pour des clients définis, et le reste, c'est en population. Donc, vous avez bien un impact pour trouver des débouchés pour ces cultures. Il faut que vos clients ils s'adaptent. On ne s'adapte pas qu'au changement climatique. Il faut que les Ah, clients ils s'adaptent aussi au changement de ce qu'on leur fournit, c'est ça? absolument, absolument. OK. Oui, Et mais alors, ça a un gros impact sur le goût quand même? Non. Oh, alors les bons, très bons, le retrouvent. Ouais, ok.
Et puis, C'est ça pas, nous a c'est un pas impact pour le boulanger. Il va mais- pas faire son pain pareil. tout à fait. Ouais. Et après, il y a eu des questions sur, par exemple, la récolte blé sur luzerne. Est-ce qu'il y a Oui. le blé qui est cultivé puis la luzerne? Sur la Non. photo, on voyait le blé et la luzerne Oui. ensemble. Oui. Donc, comment ça se passe et Alors, comment comment vous ça se passe? récoltez? Alors, en fait, la clé du système. Alors, à l'époque, lorsque j'ai commencé, on n'avait pas comment dire, les moyens matériels pour récolter ça de façon très aisée. Moi, je récoltais directement avec ma moissonneuse, ma parcelle de blé avec la luzerne dedans. Et de fait, il y avait des morceaux de luzerne, des petites graines de luzerne qui étaient vertes à l'époque. Il fallait systématiquement que je trie aussitôt la récolte. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me permettre de prendre le risque de patienter 24 ou 36 heures après la récolte du blé parce que le blé allait reprendre l'humidité qui était présente dans les graines, dans les tortillons de luzerne verte. Pardon. Voilà. Donc, ça nécessitait, et ça nécessite encore, si je devais continuer, un matériel adéquat. Ceci dit, aujourd'hui, il y a des moyens techniques qui sont présents, qui sont à disposition des paysans. On a des machines qu'on appelle des faucheuses endaineuses qui permettent de récolter le blé et la luzerne ensemble avant. Ça met en andain, le blé et la luzerne sèchent et ensuite on passe avec la moissonneuse et cela permet la luzerne donc étant sèche, cela permet d'éviter ce passage obligatoire rapide dans un trieur performant pour Ok. séparer les tortillons de luzerne aux grains de blé. Donc, on voit que s'adapter, c'est s'ouvrir vers d'autres types de cultures, vers d'autres personnes, vers d'autres matériels qui se développent. Donc, tout ça est extrêmement intéressant. Et alors, dernière petite question pour vous, Philippe. Dans quelle mesure cette adaptation au changement climatique via des blés de population et des associations de plantes est-elle compatible avec une filière classique de l'agroalimentaire? Est-ce que vous pensez que dans des filières plus classiques qui ne sont pas bio et pas avancées comme vous, ils vont pouvoir se mettre à ce type de culture et de façon de faire? C'est une question de volonté individuelle. Moi, à proximité, là, j'ai un boulanger qui travaillait de façon très traditionnelle avec des blés modernes, avec moulins modernes, etc., etc. Je suis allé le voir, je lui ai dit, bon, ben voilà, j'ai ce produit, est-ce que tu es intéressé pour le prendre? Bon, j'ai une petite réputation locale, donc euh, National. ouais, mais bon, la nationale, ça m'est égal. La petite réputation locale fait que, dès lors qu'il a proposé du pain avec mes farines, bon, c'est parti, quoi. Mais, Et donc, il a dû changer de matériel? pardon? Il a dû Oh, changer de... Non, 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 rien non. du tout. C'est exactement pareil. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est au niveau de la gestion de l'emploi du temps, au niveau de la gestion aussi de son travail. Mais Euh, je pense que la ouais. question de Marguerite et derrière ça, la question des gens qui nous écoutent, c'est pas le problème du boulanger, mais le problème avant. Des... L'ensemble, en fait, Oui, l'ensemble de c'est la les filière agriculteurs. agroalimentaire. En fait, la question, Philippe a bien saisi, c'est vraiment l'ensemble de la filière agroalimentaire. Comment est-ce Aujourd'hui, que les agriculteurs vont pouvoir aujourd'hui, changer? par rapport au blé ancien et le distinguo entre les blés anciens et les blés modernes, il y a beaucoup de filières agro-industrielles qui se sont mis à faire cultiver des blés anciens, avec des fois quelques réussites et des fois beaucoup d'échecs. Parce que justement, au niveau de la traçabilité, ils ne sont pas derrière comment dire, les paysans et les variétés qui sont cultivées. Et en travaillant des blés anciens, enfin, moi j'ai eu quelques retours de clients qui avaient soi-disant enfin qui pensaient avoir acheté des blés anciens et qui en fait se retrouvaient avec des W énormes et qui ne correspondait pas du tout au caractère phénotypique d'une farine de blé ancien. Et là, ça montre la limite que c'est difficile de bien gérer et d'être vraiment transparent sur la filière, quoi, parce que c'est une filière. Ok, bon, Philippe, vous suscitez beaucoup d'enthousiasme dans les questions et vos réponses.
C'était très concret. Merci, merci beaucoup. Anne, vous avez aussi des questions, et notamment sur ces analyses gratuites proposées aux agriculteurs, puisque vous disiez il manque de moyens. Donc la question, c'est qui est-ce qui finance à ce moment-là? C'est le département qui prend à sa charge. Public Labo, c'est un laboratoire public qu'on partage entre 3 départements, le Gers, le Lot-et-Garonne, et je vais en oublier un, et le Lot, tout simplement, le Tarn, pardon. Donc, c'est un laboratoire public. Ça nous permet de travailler sur d'engager ce laboratoire et ses analyses dans du service public et donc dans des actions portées par le département. Donc là, nous, on prend à notre charge les analyses réalisées, qui sont des analyses complètes. Il y a vraiment texture, structure, taux de matière organique, microbio. Vraiment, c'est des analyses très, très complètes, surtout sur la première analyse, où on fait vraiment un tour global. Donc, ça va être vraiment sur tous les aspects qu'on peut attendre de connaissance d'un sol. Merci beaucoup. Et puis, il y avait aussi une question très concrète. À quoi correspond et pourquoi un tour de semis supplémentaire dans les exemples de solutions proposés aux deux exploitants? Alors, un tour de semis supplémentaire, ça ne me dit rien. Alors, attendez, je vais repartager. Je- C'était effectivement dans la J'en ai parlé. présentation. Ouais. Ah bon, Vous voyez comme les auditeurs suivent, hein. Ouais. Alors, moi, je parlais de faire du semis dans le sens des courbes. là, il y a marqué Là, un dans tour de celle-ci. semis supplémentaire. Oui, oui, oui. Ça dépend de la courbe. Là, on voit que c'est une parcelle qui est plutôt en pente et ils font du ressemis en fonction de ce qui a levé, il me semble, sur cette parcelle. D'accord. Ou c'est pas pour, Ok. pardon, c'est pas pour Allez-y. mettre une culture sous couvert, justement? Alors, il y a des cultures sous couvert, mais là, sur cette parcelle-là, il me semble que c'est le cas de ressemer. Ils sèment au clair et ressèment si nécessaire. Ok, Faire un sursemis, en fait. ok, ok. Et, Mais il y a aussi des solutions de semis sous couvert, évidemment. Ouais. et alors moi, j'aimerais faire un petit pont entre les deux problématiques qu'on a abordées. Est-ce que vous, Philippe Guichard, vous êtes confronté à cette question de l'érosion des sols sur vos 55 hectares? Chez moi, non. Chez moi, non, parce que mes parcelles sont trop petites. Alors, elles pourraient, hein, mais déjà, c'est beaucoup moins pentu que dans le Gers, que je connais très bien, déjà. Et puis, moi, systématiquement, lorsque j'ai une pente qui est. Alors, je vais faire un dessin comme ça. Je ne vais jamais la travailler dans ce sens-là, je vais toujours la travailler en travers. Oui. Et vous Euh, l'avez dit, la taille des parcelles compte beaucoup. ouais, Nous, les territoires qui sont touchés, c'est aussi souvent des grandes parcelles. Et voilà. donc, effectivement, le redécoupage de parcelles, et quand on disait mettre des haies, ça peut paraître, ou mettre des bandes enherbées, ça peut paraître que curatif. Mais finalement, si on redécoupe les parcelles avec des haies, le ruissellement de l'eau ne prend pas la puissance qu'il prendrait parce qu'il est arrêté régulièrement, soit par des bandes enherbées ou arborées. Et du coup, ça limite forcément l'érosion du sol. D'accord. Mais donc la bonne taille de parcelle, c'est quoi? Ça dépend de la pente, de la structuration du sol. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de Il n'y a pas de modèle. modèle, Ouais, non. Philippe l'a dit. Ouais. Ok, pour conclure, peut-être une dernière chose. On voit qu'il y a les questions, vous l'avez bien dit, Anne, sont connues déjà souvent par les agriculteurs. Le diagnostic est fait. Et donc, dans quelle mesure le changement climatique vous donne un levier supplémentaire pour les convaincre de se transformer? Alors, ça a été dit finalement, les effets du changement climatique, elles sont apparues réellement plutôt récemment, et encore, ça dépend des cultures qu'on a. C'est-à-dire qu'avant, on parlait du changement climatique et des effets sur l'agriculture, ça paraissait très très loin. Aujourd'hui, on les a très concrètement. Et donc, en fait, c'est pas tellement moi qui convainc, c'est juste, je remets en face avec des chiffres ou des constats de avant, on avait des orages, avant, il y avait de l'érosion, mais c'était ponctuel. Aujourd'hui, c'est tous les ans, il y a des parcelles tous les ans.
Donc, en fait, il y a à la fois le fait que bah, ils n'ont pas besoin de moi, hein, pour observer ce qui se passe sur leur parcelle la plupart du temps. Pour convaincre, je disais, il y a aussi bah, le financement et l'accompagnement surtout, parce qu'il n'y a pas que le financement. C'est vraiment se sentir accompagné de manière précise sur sa parcelle, faire collectif aussi, rassembler plusieurs exploitants et exploitantes qui ont les mêmes problèmes et qui se parlent, parce que finalement, selon les endroits de nos campagnes, bah, les producteurs et les productrices se sont éloignés les uns des autres. Donc en fait, nous, on ne les convainc pas. C'est juste qu'on rassemble, on constate, et la discussion entre pairs permet de faire débloquer des choses. Voilà. Ça, Moi, c'est ce que j'en important. constate. Et Mm. on arrive à mêler curatif et préventif. Il y a eu des Ben, incidents et donc on va faire du préventif. Vous arrivez à mettre là, tout le ça monde va en être route? toute la phase. Il y en a qui mettent déjà en place des choses. Le but, c'est que cela embarque un peu les autres. Et moi, je pense que dans tous les cas, il faut faire un peu de tout, quoi. Du curatif, du préventif. De toute façon, il faudra du curatif en attendant que le préventif se mette en place. Quand on est sur des rotations très, très longues, bah, il faut prendre l'habitude, il faut que les agris ils puissent se former s'ils ne l'ont pas été ou être bien accompagnés, etc. Donc, ça prend du temps. C'est de la nature, hein. Les productions fondées sur la nature, on sait que la nature, c'est du temps long. L'agriculture, c'est de la nature. Très Exact. bien. Merci beaucoup, Anne Perrault et Philippe Guichard, d'avoir participé à ce webinaire. Donc, je répète qu'il est disponible en replay sur notre site des ADAC et sur le site de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et il ne me reste plus qu'à donc vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire sur les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature, qui sera qui traitera du milieu aquatique, pardon, avec l'entreprise, la Compagnie nationale du Rhône, et puis une collectivité d'Eure-et-Loire, hein. Et donc, ça sera le 22 septembre, toujours à midi. Voilà. Merci Merci beaucoup à vous et tous et toutes et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Anne et Philippe, beaucoup de remerciements pour vos témoignages et votre engagement.